お家開けてしもうたん？そうらしいわ。どないすんの？お父ちゃん敵取ってくれるて。Deux enfants parcourent ce qui reste de la ville de Kobe après les bombardements américains. Ils n'ont aucune trace de leur mère. Le père, lui, participe à la guerre dans la marine. Comme le livre de Nosaka dont il s'inspire, le tombeau du Luciole veut faire ressentir l'expérience écrasante de la guerre à travers les dernières semaines de deux enfants, Seita et Setsuko. Un oxymore, c'est cette figure de style qui consiste à mettre côte à côte deux contraires. Le titre du film rapproche déjà les Lucioles et la tombe, la lumière et la disparition. Parfois, il permet d'exprimer l'indicible. Après la capitulation du Japon, des employés de gare viennent se débarrasser des corps de ceux qui n'ont pas survécu à la guerre. L'un d'eux découvre une boîte de bonbons rouillés et la jette dehors. Ce geste libère ce qui reste de Setsuko, des cendres, des ossements. Une couleur rouge se propage. Cette couleur semble rappeler le souvenir des ciels embrasés par les bombardements. Après leur mort, le frère et la sœur apparaissent plongés sous une lumière égale, flamboyante. Ils restent dans l'ombre de l'événement historique. Dans la séquence d'ouverture, les Lucioles réconfortent autant les deux enfants qu'elles rappellent les étincelles des flammes qui ont détruit Kobe. Le titre, Le tombeau des Lucioles, prend ici un sens ambigu. Dans Otaru no Haka, le kanji « i », qui constitue le mot Luciole, porte cette référence au feu. On pourrait même lire le titre « Le feu qui tombe goutte à goutte ». En plus d'être la tombe des Lucioles, c'est une véritable tombe de feu, de cendres qui va recouvrir toute une population. Le film sera donc le point de rencontre entre une certaine innocence enfantine, les Lucioles, et la violence inexprimable des bombardements, qui va les recouvrir de ces flammes. Après les bombardements de Kobe, Seita apprend la mort de sa mère. Sans la prévenir, il emmène sa petite sœur, Setsuko, chez sa tante. Dès ce moment, le film nous montre l'embrigadement de la population japonaise. La tante fait office de gardienne des conventions. Elle rationne Seita qui ne participe pas à l'effort de guerre, l'empêche de chanter, le juge quand il prévoit de se rendre avec sa sœur à la plage. Toute personne ne participant pas à l'effort collectif, quelles que soient les circonstances vécues, est directement dénigrée. Le système musical lui-même est modifié, la syllabaire japonaise remplace un temps les notes occidentales. Seita, lui, ne veut pas quitter sa sœur. Il semble avoir peur de participer à l'effort de guerre, peut-être à cause de la perte de sa mère, et ce qu'il a vu des bombardements. Il reste dans l'attente de la vengeance du père, qui travaille dans la marine. Sa tante, elle, le voit de plus en plus comme un fardeau pour sa famille. Son orgueil le poussera à vivre isolé avec sa sœur dans un abri. Seita préfère rester plongé dans l'univers enfantin, le havre qu'il crée avec sa petite sœur, et laisser son père, sa patrie, finir la guerre. Choix difficile quand un pays reste en état de siège et contraint son peuple, déjà bombardé, en proie à la famine, à prolonger l'effort au lieu de capituler. Que ce soit Seita qui préfère fuir avec sa sœur, malgré les risques, ou l'armée qui oblige les civils à continuer de vivre dans des conditions misérables, jusqu'à ce qu'une tombe de feu les recouvre, la responsabilité semble incomber à la guerre elle-même, ou plutôt à ceux qui l'ont faite, et ceux qui la prolongent. La situation marginalise peu à peu les deux enfants, qui pensent pouvoir survivre dans l'abri anti-aérien. Ils se font une cabane, inventent une maison, remplacent celle détruite. Ils cherchent à reformer une famille dans un environnement protecteur. Retrouver un toit à soi,
qui prend ici la forme de l'abri anti-aérien, lieu sécurisant comme un écho de l'avant-guerre. Ils délimitent les pièces, construisent une balançoire, se recueillent devant l'étang qui évoque une mer miniature. Certains passages font référence à l'univers du conte, comme par exemple La Belle au bois dormant. お兄さんは山石ばかりにおばあさんは Le frère et la sœur se sont réfugiés dans un lieu de pure imagination, censé représenter le cadre perdu. Un peu comme le Japon qui se berce d'illusions guerrières, ils veulent, par la force de l'esprit, ressusciter l'univers d'avant. Ainsi, ils entrent dans le déni de la réalité. C'est ce qui les mène à leur perte. Tout comme l'effort militaire est un déni de la situation, un conte murmuré à des milliers de voix, versant dans le cauchemar. L'étang et la plage qui bordent la mer sont les lieux par excellence du jeu enfantin. L'eau est une image de la fécondité, de la naissance. Setsuko sera d'ailleurs montrée plongée jusqu'aux épaules devant l'étendue maritime, pour apaiser les taches de malnutrition qui la recouvrent. La mer est ce qui coupe le Japon du reste du monde. Lieu des affrontements maritimes et aériens, la frontière par où s'infiltrera l'armée américaine. À la fois placenta et barrière poreuse, à l'image de la peau de Setsuko, cette barrière est fragile, elle ne peut empêcher l'invasion. C'est un crabe qu'elle suit par jeu qui conduira l'enfant vers un cadavre abandonné. Le crabe peut être perçu comme un symbole de la fécondité ou de la protection, à l'image des multiples carapaces qui auront abrité les deux enfants. C'est cet animal positif, fertile, qui mène Setsuko vers sa première entrevision de la mort. Il est un guide ambigu, qui commence par un jeu et finit par la suggestion de la réalité la plus brutale. La coquille, repli rassurant, est ce qui, dans le mutisme et l'effort prolongé, finira par miner le Japon et ses civils. Il reste enfin les lucioles, qui étincellent dans la nuit, quand le frère et la sœur les lâchent sous leur moustiquaire. Les lucioles représentent ce qui est éphémère, comme le sera l'existence des deux enfants, comme le fut leur bonheur d'avant-guerre. À l'image de ces insectes, et comme de très nombreux civils, il ne leur reste plus beaucoup de temps. Setsuko enterre les lucioles dans une fosse commune miniature, comme l'armée enterrait sa propre mère et les autres cadavres. Les êtres en temps de siège ne sont plus des individus. Ils font partie d'une masse anonyme, une masse sacrifiée. Dans ces circonstances, il n'y a qu'une tombe pour les lucioles, comme pour les êtres humains. Le film ne traite donc pas seulement de Seita et de Setsuko, mais, à travers leur histoire, de chaque victime de guerre, de génocide passé ou contemporain. Leur histoire personnelle est inscrite sur la pellicule, elle illustre par la fiction, inspirée d'une autobiographie, ce qui fut, mais également ce qui n'a toujours pas cessé d'être ailleurs.